J'appelle maintenant Antoine Sfer, directeur des Cahiers de l'Orient, et bien connu de vous tous, à s'exprimer à la tribune. Bonjour à toutes et à tous. J'ai entendu à plusieurs reprises le terme qui revient maintenant, celui de démocratie. Alors en tant qu'amoureux de la langue française, je voudrais rappeler que démocratie veut dire tout simplement le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et si vous trouvez un pays démocratique sur la planète, dites-le moi, s'il vous plaît. En revanche, nous sommes, je crois, en République, et l'hymne que nous venons d'entendre est un hymne républicain. Et que la République utilise des processus démocratiques, oui, bien entendu, mais réduire la République à la démocratie telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un homme, une voix. Regardez les régions dont je vais parler qui sont pleines de minorités et qui ont besoin toutes de s'exprimer et d'être représentées. Aujourd'hui, nous commémorons le 11 septembre. Ce n'est pas le début du siècle. Le début du XXIe siècle se situe en 93, au premier attentat contre le World Trade Center, quand un certain Oussama Ben Laden a dit « Nous ne sommes plus séoudiens, syriens, libyens, indonésiens ou français. Nous sommes uniquement musulmans sujets du califat islamique. » Autrement dit, instaurer l'islam comme religion sur toute la planète. Et cela par le terrorisme. C'est à ce moment-là que le monde a basculé. Et si Al-Qaïda a échoué, c'est parce que les musulmans, la grande majorité des musulmans, ont refusé de répondre à l'appel. Et ça, je crois qu'il faut le dire, le souligner. Bien au contraire, avant la fin septembre 2001, paraissait un livre qui s'appelait « La maladie de l'islam », écrit par Abdelwahab Medheb, philosophe franco-tunisien. Et paraissait également au Caire un livre « L'islamisme contre l'islam », écrit par un magistrat qui s'appelle Fouad Zakaria, aux éditions La Découverte. J'aurais aimé que ce soit, comme on dit dans le monde de l'édition, des best-sellers. Malheureusement, très peu de gens l'ont lu, les ont lus. Les musulmans ont été les premiers à réagir contre l'horreur. Parce que les deux dont je parle étaient des républicains. La République, c'est avant tout celle que j'ai choisie moi-même en 1977, quand j'ai décidé d'être français. Si j'avais choisi la démocratie, j'aurais peut-être été outre-Atlantique. Je viens d'un pays où il y a 18 communautés religieuses qui sont autant de communautés nationales. Il y en a une parmi elles qui a un taux de natalité de 7,2. Logiquement, selon les démographes, dans un siècle, elle aura la majorité absolue. Alors gagnons un siècle. Que les 17 autres fassent leur valise maintenant. Nous sommes prêts à les accueillir. J'ai choisi la République. Parce que chez moi, j'étais citoyen communautaire. Je me souviens lorsqu'à 20 ans, fier comme Artaban, je venais d'avoir une fille, j'ai voulu l'inscrire à l'état civil. Et le pauvre préposé me dit, mais tu n'as pas les papiers nécessaires. Je dis, si, j'ai le papier du médecin qui l'a accouché, mais non, il me faut d'autres papiers. Et le ton est monté. Il faut dire qu'à cet âge, j'étais trotskiste, je vous rassure, depuis j'ai bougé intellectuellement. Et donc le ton est vite monté. Et le préposé me dit, mais c'est pas moi qui fais la loi. Est-ce que tu es chrétien ou musulman? Je lui dis, ça ne te regarde pas. Il me dit, si, ça me regarde. Si tu es musulman, il me faut le papier du cadi, du juge,
qui me certifie que ta fille est née, comme s'il y était, il n'y était même pas. Et si tu es chrétien, il me faut ton certificat de baptême et celui de la PIT. J'ai choisi la République parce que j'avais envie de devenir un citoyen national, c'est-à-dire un co-responsable de la cité. Comme il y a des co-présidents, nous sommes tous des co-responsables de la cité. Et si aujourd'hui, ça va plutôt mal, c'est parce que nous n'avons pas joué notre rôle de citoyen. C'est parce que nous avons été en deçà de notre rôle de citoyen. Car co-citoyens, responsables de la cité, nous sommes automatiquement égaux. C'est ce qui fait que nous soyons égaux. Et solidaires, je sais ce qu'il s'il m'arrivait quelque chose, vous allez payer. Mais je vais payer moi aussi, s'il nous arrivait quelque chose. Et cette solidarité aujourd'hui n'existe plus. Au-delà de la dette, au-delà des problèmes économiques, nous ne mourrons pas encore de faim. L'homme a disparu du centre de nos préoccupations. Aujourd'hui, on ne dit plus à l'autre « Comment tu vas ?» On lui dit « Combien tu vaux ?» Et on incline la tête. Et c'est ça qui est le véritable problème que nous connaissons aujourd'hui. Et enfin, nos pères ont inventé quelque chose qui est formidable, c'est la laïcité. Cette laïcité, c'est avant tout. J'étais à Harvard il y a 2 mois et Jim Hoagland me disait comment traduit-on en anglais laïcité? Je dis mais ça n'existe pas en anglais. Vous dites séculaire, ça veut dire séculier. La laïcité, c'est avant tout le droit de croire ou de ne pas croire. C'est-à-dire la reconnaissance que l'athéisme et l'agnosticisme sont des démarches de foi. La laïcité fait la différence entre la religion et la foi. La foi est une démarche volontariste, d'adhésion à une croyance. La religion est une organisation temporelle d'une communauté. Qui dit organisation temporelle, qui dit communauté, implique pouvoir. C'est ça notre drame. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, de l'autre côté de la Méditerranée, les jeunes qui se sont levés, soulevés, bien entendu contre la dictature, mais également pour la laïcité. On l'a vu sur la place Al-Tahrir au Caire, on l'a vu durant la révolution du Jasmin en Tunisie. On a vu comment, lorsque les islamistes tunisiens voulaient fermer les maisons closes de Tunis, ce sont les laïcs qui sont descendus au secours des péripatéticiennes pour les empêcher précisément d'être attaqués par les islamistes. Et le problème aujourd'hui, les menaces, c'est pas l'islamisme. L'islamisme a surfé, comme certains partis politiques en France, sur la peur, la méconnaissance et surtout sur un discours populiste contre l'oppression de la religion, contre le verrouillage des libertés publiques individuelles. Si on sort de la dictature, les islamistes dans ces pays ne sont plus un danger. Ils retrouveront leur taux réel de popularité, qui est autour de 20-25. Ils vont avoir aujourd'hui aux élections 30 à 35%, parce qu'on sort de la dictature. Mais ce qui est important, c'est qu'en face, il va falloir aider les laïcs. Il va falloir les encadrer. Ils ne demandent que ça. Leur apprendre à se réunir, là aussi, à ne pas avoir des problèmes d'ego. Et malheureusement, c'est la menace aujourd'hui la plus criarde. L'autre menace, c'est que, hélas, toutes les révolutions de l'histoire depuis 1789 jusqu'à 1917 se sont faites confisquer. Il faut être vigilant pour que ces révolutions ne soient pas confisquées. L'espoir, c'est que jusqu'aujourd'hui, 7 mois après, il n'y a pas d'homme salvateur. Je me méfie des hommes salvateurs. Et ça, c'est terrible, et c'est en même temps porteur d'espoir. L'autre menace, c'est bien entendu qu'on voit apparaître de plus en plus le rôle de l'armée, comme en Égypte, l'armée qui reste l'ossature du régime depuis 1952. Et enfin, la troisième menace, c'est là où ça a été sauvegardé. Quand on a fait que la religion musulmane
en l'état, ne soit pas source de religion, de législation dans les pays comme en Tunisie. Il ne faudrait pas qu'en Tunisie, l'article 2 de la Constitution adopte précisément l'islam comme étant source de législation, comme c'est le cas au Caire, et que les laïcs, les jeunes, essayent de rejeter, car c'est Sadat, pour lequel on a beaucoup de respect en raison de son voyage à Jérusalem, mais qui a introduit cet article 2 de la Constitution en Égypte. Il ne faut pas l'oublier. Et chaque révolte est différente. La Tunisie n'est pas l'Égypte, et l'Égypte n'est pas la Libye. Nous avons été en Libye, et personne ne peut que se réjouir du départ de Kadhafi. Mais Kadhafi avait éradiqué toute société civile, ce qui fait qu'aujourd'hui il n'y a pas de tissu social réel en Libye. Ça va être la difficulté de bâtir quelque chose à partir des alliances tribales et des alliances régionales. Mais au-delà de notre départ en Libye, qui s'est fait, comme vous le savez bien, sous l'influence d'un ex-nouveau philosophe devenu mannequin à 6 heures, et qui joue au ministre des Affaires étrangères bis, eh bien, au-delà de cela, ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est que tout d'un coup, on a décidé, le on étant en français un pronom personnel indéfini, on a décidé de passer d'une diplomatie d'intérêt pour la France à une diplomatie de valeur. Merveilleux, génial. Mais alors pourquoi a-t-on laissé les Bahreïnis massacrés par les Saoudiens? Ah oui, pardon. Il ne faut pas toucher à l'Arabie Saoudite, qui est un paradis de la démocratie peut-être. Mais ça, j'aurais raté une marque si je voulais savoir. Pourquoi n'a-t-on pas touché au Yémen? Parce que nous avons quelques entreprises qui exploitent le pétrole du Yémen, même s'il n'est pas énorme. Qu'est-ce qu'on attend pour aller en Syrie? Ah, il y a d'autres intérêts en Syrie. Il y a l'Israël, qui voudrait bien que Bachar el-Assad reste et demeure. Il y a également le Liban, bien entendu. Voilà, la Syrie maintient sa puissance de licence. Nous avons décidé, toujours avec le même inspirateur, d'adopter le devoir d'ingérence. Pour le moment, ce devoir d'ingérence se fait du nord au sud. Accepterions-nous demain de voir un pays du Sud venir au secours des Corses qui voudraient avoir leur autonomie ou les Bretons? Bien entendu, je prends des exemples caricaturaux, mais qui veulent bien dire les choses. J'entends depuis que je suis arrivé le mot Europe, 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 Europe. J'aimerais vous dire la perception de l'Europe par l'autre rive de la Méditerranée. Pour les pays du Maghreb, l'Europe, ce sont des guichets de subventions. Pour les pays du Mashrek, c'est-à-dire la Méditerranée orientale, l'Europe, c'est France, Inglaterra, Allemagne, Espagne, Italie, et c'est tout. Peut-être un peu le Portugal, mais déjà, il est loin. Même s'il porte un nom arabe, Portugal, qui est l'orange. C'est de là-bas que les Omeyyades ont été chercher les premières oranges. Donc l'Europe n'est pas perçue comme étant autre chose qu'un club. J'ai failli dire économique, pour être juste, je devrais dire un club financier. Vous me parlez de la dette. Il paraît qu'une de nos banques, la Banque nationale de Paris et Paribas, devra provisionner 3 milliards d'euros pour la Grèce. Mais attendez, ça fait 10 ans que la même banque fait entre 6 milliards et 10 milliards d'euros de bénéfices. Et vous voulez que je m'inquiète pour eux? Je n'y arrive pas, je fais des efforts. Les banques ont fait réellement, au 19e siècle, le banquier était celui qui avait la banque, qui avait la propriété de la banque.
Il a monté les banques en gagnant de l'argent pour aider les citoyens et les entreprises. Aujourd'hui, vous voulez acheter un appartement, 300 000 euros, qu'est-ce que vous avez comme garantie de 300 000 euros en face? Voilà à quoi se réduisent les banques. C'est notre système aujourd'hui, c'est les 4 socles de la République qui sont en danger. La citoyenneté, la solidarité, l'égalité et la laïcité. Et quand les 4 sont en danger, c'est que la République est chancelante. Pensons simplement à nos enfants. Il y a une chose qui a été dite qui me fait énormément plaisir, qui me poussera peut-être à aller aux urnes. C'est quand on a parlé d'éducation nationale, oui, tout commence à l'école. Oui, s'il y a un budget qui doit être augmenté, c'est celui de l'éducation nationale. Oui, c'est là qu'on apprend à être citoyen. Et on ne doit pas avoir honte de dire qu'il faut instaurer de nouveau les mesures républicaines, de la morale républicaine et non pas de la morale. Je vous en prie, ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée est fondamental parce que, pour nous, parce que pour ces jeunes-là, la République qui n'est plus la République des Français, c'est la République universelle est devenue un modèle. C'est un modèle que nous devons nous sauvegarder pour les aider. Aujourd'hui, il est certain que le résultat de ce à quoi on assiste, bien entendu, c'est l'atomisation du Proche-Orient. C'est l'éclatement du Proche-Orient. C'est la communautarisation du Proche-Orient. Regardez l'Irak. Déjà en 53 pays en un. Vous voulez faire des affaires en Irak? Où ça? Dans le Kurdistan? Vous devez passer par le gouvernement du Kurdistan. Dans le Chiistan, le centre-sud et le sud, vous devez aller voir les gens qui ont la communauté chiite entre les mains. Et dans le Sunnistan, c'est-à-dire l'enclave sunnite autour de Bagdad, c'est bien entendu les tribus sunnites. On me dit qu'au Liban, maintenant, tout va bien. Oui, c'est vrai. Quand on y va, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'on s'arrête à Beyrouth. Mais à Beyrouth, il n'y a pas de Dieu. À Beyrouth, on s'embrasse sur la bouche pour signer un contrat. Mais le soir, la nuit venue, chacun dort chez soi. Les chrétiens ont leur territoire homogène. Les druzes ont leur territoire homogène. Les sunnites sont sur le littoral. Et les chiites n'ont pas de territoire, contrairement à ce qu'on nous raconte. Le sud du Liban, sa population, 40% de la population du sud du Liban n'est pas chiite. 55% de la population de la Bekaa n'est pas chiite. On ne peut pas faire dans un pays aussi grand que la Dordogne un déplacement de population, ça se voit. Ça ne se fait pas. En revanche, les chiites ont les armes. Et les chiites peuvent faire un coup d'État. C'est vrai. Mais pourquoi faire? Aujourd'hui, si la Syrie tombe, et si on est un observateur cynique, on peut craindre un morcellement de la Syrie. À ce moment-là, vous aurez la façade maritime de la Syrie qui sera exclusivement alawite et chrétienne. Damas, Hams et Hama seront le triangle enclavé sunnite, qui n'auront pas de façade maritime. Et nous aurons partout des petites entités, c'est-à-dire que nous reviendrons à l'Empire ottoman, où on était des sujets communautaires et non pas des citoyens d'État. Depuis quand on entend parler les Kabyles qui réclament une autonomie en Algérie? Depuis quand on entend parler les Chalha et les Chamia au Maroc également? Parce que la berbérité aujourd'hui veut s'exprimer, parce qu'elle a été opprimée. Mais il n'en reste pas moins qu'on sent aujourd'hui de plus en plus des forces centrifuges pour se renfermer dans sa communauté. Et voilà le danger qui menace cette région. Avec l'émergence, c'est vrai, d'un autre Vatican, d'une autre religion qui est la religion chiite, c'est-à-dire l'Iran. On nous a dit que l'Iran était dangereuse, on a diabolisé l'Iran.
je ne peux pas ne pas oublier comment la France et l'Angleterre, dans les années 50, ont diabolisé l'Égypte et Nasser. Aujourd'hui, on le regrette parce qu'il avait émis quand même une constitution, sinon laïque, tout au moins séculière. Toutes ces questions me laissent, on en parlait tout à l'heure, dans un doute affreux. Mais c'est vrai qu'il faut être vigilant sur ce qui s'y passe, car nous avons notre responsabilité, car c'est grâce à nous, Français, qu'il y a aujourd'hui dans cette région du monde des citoyennetés. À moins qu'on ne renonce à ce qu'on leur a laissé, il va falloir que nous soyons très vigilants. Et je reviens à l'idée que tout commence à l'école. Et peut-être que nos hommes politiques devraient retourner un peu à l'école. Parce que si l'islamisme n'est pas dangereux de l'autre côté de la Méditerranée, contrairement à ce qu'on dit, il l'est ici. Parce que l'islamiste veut réislamiser le champ social, le champ économique, le champ judiciaire, le champ administratif, le champ politique dans lequel il vit. Donc pour lui, l'ennemi, c'est la laïcité. Si on crée une brèche dans la laïcité, toute l'Europe tombera. Que ce soit l'Allemagne où nous sommes des Gastarbeiter, que ce soit les Pays-Bas où nous sommes un pilier parmi d'autres, que ce soit l'Angleterre, la Grande-Bretagne, où il y a un communautarisme ambiant. Il faut savoir ce que nous voulons, il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision de cette Méditerranée, l'Union méditerranéenne qui était une idée géniale, pour laquelle nous nous sommes tous mobilisés. Mais l'Italien a boudé, l'Espagnol a pleuré, l'Allemande, elle a tapé du poing sur la table. Et on a accouché de l'Union pour la Méditerranée. Qu'est-ce que ça veut vouloir bien dire? L'Union pour la Méditerranée. Autrement dit, nous, Union européenne, nous préparons un plat de ratatouille et on dit à l'autre rive, tenez, mangez, nous pensons que c'est bon pour vous. Ce n'est pas ça du tout, l'idée de l'Union méditerranéenne. Et c'est le même Kadhafi qui a eu raison de dire, puisque c'est l'Union européenne, qu'elle discute avec l'Union africaine et la Ligue des États arabes. Et c'est comme ça que l'Union pour la Méditerranée est mortenée. Il n'y a rien qui se fait là-dessus. Alors que c'est vraiment le métier, j'allais dire, la vocation des citoyens des deux rives de l'affaire. Et à partir de là, se pose bien entendu la question, est-ce que l'Europe va être capable de dépasser son rôle, qui a été toujours son rôle dans cette région du monde, qui est uniquement la diplomatie du chéquier? Est-ce que l'Europe va savoir devenir des architectes de sécurité? Est-ce que l'Europe va pouvoir transmettre son expérience sur le plan économique au gouvernement en face? Il est frappant de voir, lorsqu'on se promène dans la région, à quel point les États-Unis, malgré M. Obama, malgré les discours d'Istanbul et du Caire, ne sont pas aimés. Il est frappant de voir à quel point nous, Français en particulier, nous avons encore, malgré les erreurs répétées, un capital de sympathie. Il est frappant également de voir à quel point nous ne savons pas l'utiliser. Dans les 2 derniers remaniements ministériels, il n'y a même pas un sous-secrétaire d'État à la francophonie. Vous savez qui tient la francophonie à bout de bras? Ce sont les Canadiens anglais. J'en ai honte. Et en même temps, il faut se battre là-dessus. Parce que la francophonie peut être également un vecteur économique. Et les gens ne le savent pas assez. Bien entendu, il y a d'autres risques de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a bien entendu les interventions des voisins, de ceux qui veulent toujours s'inquiéter sur le sort de leurs voisins. Au Maghreb, l'Algérie n'a pas bougé.
ou plutôt, contrairement aux apparences, l'Algérie bouge, notamment le peuple algérien. Et ça, ce qui est formidable, c'est qu'ils bougent malgré la chape qui pèse sur eux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des puissances régionales. Israël, où la révolte sociale gronde depuis maintenant 3 mois. Conséquence en partie, bien entendu, de ce qui s'est passé dans les pays arabes. Israël, dont le premier ministre des Affaires étrangères, Moshe Sharett, avait écrit déjà, en 1954, le devenir de l'État d'Israël dans cette région ne peut se faire que dans le cadre d'entités communautaires, ethniques ou religieuses. C'était un visionnaire, c'était un homme d'État. Mais ce qui est frappant en Israël, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes d'État. Regardez, où sont les Golda Meir, une femme d'État, les Moshe Dayan, les Abba Eban, les rabbins? Où sont-ils tous ceux-là, les Lévi Eshkol, les grands économistes, qui prenaient des risques avec l'histoire, qui bâtissaient l'histoire? Aujourd'hui, Israël n'a quasiment plus la main. Et c'est ça ce qui est terrible, car on a besoin de l'État d'Israël dans cette région, à condition que la vocation de l'État d'Israël redevienne ce qu'était le désir des pères fondateurs, la défense de toutes les minorités ethniques ou religieuses dans la région. Or, aujourd'hui, Israël n'est même pas intégré dans la région. Et c'est ça le danger. Et nous laissons faire. Vous savez, on m'a appris en première année de droit une sentence que je n'oublierai pas. Le droit sans la force est impuissant. Mais la force sans le droit est toujours injuste. Ne commençons pas par faire ce que nous avons fait pendant des siècles quand nous étions une puissance coloniale. La preuve, quel est le mot que nous entendons le plus souvent en France? Les leçons que nous recevons, on nous demande d'être tolérants. De grâce, rayez de votre vocabulaire ce terme-là. Le verbe tollero en latin veut dire accepter, supporter. Qui êtes-vous pour m'accepter? Qui êtes-vous pour me supporter? Qui suis-je aussi? Je vous demande de me respecter dans mon altérité, telle qu'en moi-même. C'est tout à fait, c'est plus long, c'est vrai, mais c'est plus juste. Et comment pouvez-vous me respecter si vous ne me reconnaissez pas? Et comment pouvez-vous prétendre me reconnaître si vous ne me connaissez même pas? Je vous remercie.